Donc moi je suis Vanessa Venning, je suis la directrice du musée Georges Sand et de la Vallée Noire. Je suis la commissaire d'exposition de cette exposition Maurice Sand, la plume et le pinceau. Et nous avons tenu à faire cette conférence le jour de son anniversaire. Je sais, il y a beaucoup de choses aujourd'hui, mais c'était volontaire aussi de fêter l'anniversaire de Maurice. Alors oui, parce que nous sommes familiers de Maurice Sand, nous l'appelons Maurice au musée, mais je pense que beaucoup de Sandiens l'appellent Maurice aussi. Et nous avons donc voulu fêter cet anniversaire en parlant de l'exposition, de l'angle que nous avions choisi autour de l'art graphique et de la faire dans la salle de l'exposition. C'était peut-être pas une si bonne idée que ça, vu le nombre. J'espère que vous êtes en tout cas assez confortable. On a mis un écran pour que vous voyez bien. Et puis l'idée, c'était d'être entouré des œuvres et que c'était sans doute la meilleure manière, en tout cas la plus belle, de fêter l'anniversaire de Maurice Sand. Donc je vais commencer. Donc je rappelle que c'est à l'occasion de cet anniversaire, le bicentenaire que nous fêtons aujourd'hui 30 juin, que le musée a voulu puiser dans une partie de ses collections, une partie des collections d'art graphique. L'art graphique, c'est principalement tout ce qui est sur support papier dans un musée. Vous le voyez autour de vous. La majeure partie, en tout cas, des œuvres présentées autour de vous sont issues des collections du musée. Normalement, au milieu, nous avons des cloisons que nous avons prévues sur roulette pour les animations. Donc, quand vous allez revenir voir de plus près cette exposition et toutes les œuvres dont je vais vous parler, vous verrez qu'on a aussi des œuvres au centre de la pièce. Et nous avons voulu vraiment mettre en avant cet art graphique qui est vraiment, je pense, quelque chose qui était un peu méconnu ou peut-être mal connu chez Maurice Sand. Alors, il faut savoir qu'être le fils de Georges Sand, icône de la littérature, être un touche-à-tout dans différents domaines comme la peinture, le théâtre, les sciences, la littérature, est-ce que ça a vraiment été une chance pour Maurice Sand? C'est la question qu'on se pose tous un petit peu cette année, d'avoir été à l'ombre d'un grand chêne. C'est ce que disait Henry James, l'écrivain, quand il parlait des enfants de Georges Sand. Le grand chêne, c'était Georges Sand, et de grandir à l'ombre d'un grand chêne, c'est pas toujours facile. La postérité, qui a toujours été un peu critique, en fait, a interprété la vie et les œuvres de Maurice comme celle d'un dilettante, bien souvent, d'un amateur, voire d'un nanti un peu paresseux. J'espère vous prouver à la fin de cette conférence que ce n'est pas vrai. Il est une chose certaine, c'est que les études récentes... Alors, la plus grande étude que je vous incite à lire, c'est celle de Lise Bissonnette, qui a été produite en 2016, suite à laquelle nous avions fait une exposition au Château d'Ars en 2017, prouve tout à fait le contraire de ce que je viens de vous dire, sur la paresse, sur le dilettantisme. Et puisqu'en effet, dans aucune des disciplines, on va dire, qui a investi Maurice Sand, aucune ne s'est avérée être traitée en amateur. Il fut un travailleur acharné, savant, curieux dans tous les domaines. Nous comptabilisons aujourd'hui plusieurs milliers de dessins à son actif, sans compter une dizaine d'ouvrages, romanesques, scientifiques, des collections scientifiques et des centaines de marionnettes et de décors pour les théâtres de Nohant. Donc cette conférence va s'attacher à défendre un petit peu, disons-le, la mémoire en tout cas, et en tout cas l'œuvre de Maurice. La défendre peut-être pas, mais la présenter, l'expliciter, c'est certain. Georges Sand rêvait de faire de son fils un grand artiste peintre. Un artiste peintre, selon Georges Sand, c'est un Delacroix qui expose au salon, qui est reconnu et qui va bouleverser, on va dire, l'art existant, l'art académique un peu ambiant. Maurice, je crois, ne se rêvait que simple artiste, dans tous les domaines. Il est armé d'une solide formation, une formation académique qu'il va acquérir dans l'atelier de Delacroix. Et on va s'apercevoir, et vous le voyez autour de vous, qu'il en maîtrise vraiment toutes les techniques. La mine de plomb, le pastel, le dessin, l'encre, et ainsi de suite. Aux toiles et aux couleurs, aux commandes et aux honneurs, il va préférer le dessin et l'illustration. Et c'est sans doute ça, la spécificité de ce Maurice Sand, c'est que plutôt que d'être peintre, il va préférer être dessinateur. Dessinateur au XIXe siècle, c'est pas encore vraiment tout à fait reconnu comme une grande partie de l'histoire de l'art. C'est sans doute pour ça aussi que la postérité l'a un petit peu oublié. Les références dont je vais vous parler aussi dans cette conférence, au grand maître de la peinture, sont omniprésentes dans l'œuvre de Maurice. Vous allez le voir, quelquefois c'est même tellement flagrant, on se dit il a plagié. Non, il s'est inspiré. Il les a toujours réinventés. Je vais parler de Dürer, de Rembrandt, de Raphaël, de Véronèse, de Delacroix, de Delaroche, de Rubens et d'un certain Goya. Donc on va un peu voyager aussi en histoire de l'art ce soir. La copie des maîtres, il faut savoir, c'est un élément tout à fait central dans l'enseignement au XIXe siècle. C'est comme ça qu'on apprend, en s'inspirant des grands maîtres de la peinture. Maurice n'y échappe pas. Il n'est pas le seul, vous allez voir que d'autres grands maîtres se sont inspirés de grands maîtres à leur tour, donc la boucle est bouclée souvent. Et donc ce long chemin en fait, d'apprentissage, d'hommage, n'est pas un plagiat, c'est ce que je vais essayer de vous montrer, et que finalement Maurice s'amuse beaucoup en dessinant les grands maîtres, en s'inspirant et en créant son propre univers. Donc moi, je vais vous inviter à vous amuser avec nous et avec moi autour de l'œuvre de Maurice. Tout d'abord, Maurice
c'est un artiste né, bien sûr, mais certainement bien né. Première citation, je ne peux pas commencer sans parler de George Sand. George Sand, Maurice, on est en 1830, Maurice est né en 1823, il n'a pas 7 ans. Quand elle dit « je crois qu'il aura des dispositions pour le dessin », il barbouille des bonhommes qui montrent une idée et le plaisir qu'il en prend est le meilleur indice de sa vocation. À 7 ans, on parle de vocation. En tout cas, George Sand parle de vocation quand elle pense à Maurice. On comprend déjà un petit peu l'environnement dans lequel il va grandir. Donc Jean-François Maurice Arnaud Dudevant, né le 30 juin 1823 à Paris. Cette naissance comble de joie ses parents, le baron Dudevant, et sa jeune épouse, qui n'a que 19 ans, Aurore, qui deviendra bientôt George Sand. La joie de la naissance est partagée dans de nombreuses correspondances de George Sand. Je vais vous citer une petite lettre qu'elle écrit à son amie Émilie de Visme, on est en novembre, donc Maurice a quelques mois. Elle dit « Mais mon petit Maurice m'absorbe à tel point que j'oublie pour lui les choses qui me touchent du plus près et qui me tiennent le plus à cœur. » Donc les premiers mois de la grossesse et de l'accouchement et des premiers pas de Maurice sont un enchantement pour George Sand. C'est un enfant choyé par le couple, adulé. Cet amour partagé ne va pas se dépérir après la naissance 5 ans plus tard de Solange, la petite sœur, et peut-être va être un moyen de compensation par rapport au couple qui, lui, commence à se déchirer déjà très rapidement. En tout cas, à ne plus bien s'entendre. Donc, en fait, comme au XIXe siècle, on veut garder une trace, George Sand va commander des nombreux portraits de Maurice, puisqu'il évolue dans un environnement artistique. Je vous dresse un petit peu le portrait dans le contexte où il évolue pour comprendre. Donc, on a ici Maurice par Candide Blaise, qui est un jeune portraitiste qui a été élève d'Isabey et qui va être plutôt plus connu pour les portraits d'enfants. Il fait beaucoup de portraits. George Sand aime beaucoup cette approche du portrait puisque on a un Maurice qui est plutôt intime, qui pose bien évidemment, mais généralement on a des portraits peints avec tout un décorum derrière. Voilà. Et là, on a Blaise qui nous fait des portraits de Maurice plutôt légers et plutôt intimes. George Sand, elle, s'y colle aussi, puisque pour ceux qui connaissent le musée, pour ceux qui vont revenir bien sûr après la conférence, nous avons dans l'autre salle un carnet de dessin de George Sand, puisqu'elle aussi prend des cours de dessin, elle va s'y essayer et toute sa vie elle va pratiquer. Donc on a 2 portraits, un qui est conservé au fonds patrimoniaux de la Charte, qui est complètement à gauche, qui est un petit peu, un peu exagéré, c'est que George Sand s'inspire un peu de Candide Blaise, puisqu'elle va travailler beaucoup à l'estompe et elle va prendre ce petit portrait de Maurice, et puis à droite, George Sand, d'après Candide Blaise, va représenter notre cher Maurice avec un uniforme. Et ça, je vais beaucoup vous en parler parce que Maurice adore les uniformes. Alors pour les portraits, George Sand en parle beaucoup. Elle essaye de les faire au mieux. Elle en fait plusieurs. On en connaît malheureusement, je ne pense pas, tous ceux qui ont été produits. Et c'est vraiment des portraits, des portraits d'intimes et de famille. Donc c'est ce que je disais, le portrait au 19e est très fréquent, c'est quelque chose qui se développe surtout au 18e et au 19e en France, pour les portraits d'enfants. La différence ici, c'est que je pense qu'on sent déjà le goût de la simplicité chez George Sand. Elle ne fait pas des grands portraits peints, je dis pas tout de suite, puisque plus tard on en aura un très beau de Maurice, mais enfant, on n'a que des petits croquis, un peu saisis sur le vif. Voilà. Alors, il faut dire aussi que je parlais de l'habit militaire, et c'est vrai qu'on le voit sur le deuxième portrait, on a Maurice ici en habit militaire, qui est un costume, un uniforme. On a la chance, nous, à la Châtre, d'avoir dans les fonds patrimoniaux une correspondance assez riche, en fait, de lettres. On a plus de 200 lettres de Maurice Sand, principalement écrites à sa mère. Ici, c'est une lettre qui date du 4 février 1831. Donc, je vais vous la lire. Alors... Maman, je suis bien content de mon habit de garde nationale. Mon oncle m'apprendra à mettre la corde à fourrage au chaud. Je l'ai mis tout de suite, je le trouve très joli. Donc Maurice a 7 ans. Sur la première page, nous avons cette écriture un petit peu enfantine. Pas mal de fautes d'orthographe qu'il continuera à avoir jusqu'à la fin de sa vie. Voilà. Quelquefois, c'est un peu compliqué de relire les dessins d'enfants et les mots d'enfants de Maurice. C'est très touchant. Énormément touchant. Vous allez voir, c'est toujours très, très beau et puis très émouvant. Et puis au dos, il signe un grand Maurice Dudevant, il n'a pas 7 ans, et il nous fait ces fameux soldats. Donc c'est les lettres que vous trouvez juste derrière vous, qui sont ici, que nous avons présentées dans l'exposition. En fait, ces lettres, nous les avons présentées parce que plus d'une dizaine, en fait, on possède des petits dessins de Maurice. C'est aussi une manière pour Maurice et nous de comprendre que le dessin,
c'est un moyen de communication. Quelquefois, quand il a mal au pied, plutôt que d'écrire où il a mal au pied, il dessine un pied, il fait une flèche pour expliquer l'endroit où il a mal. Donc c'est vraiment ce moyen de communication-là. C'est la première que nous ayons dans nos collections et vraiment les premiers dessins à l'encre, puisqu'on écrit à l'encre et donc on dessine à l'encre. Voilà. Un autre dessin qui se trouve toujours sur la lettre derrière vous. Donc là, on est un peu avant, on est le 7 janvier 1831 et une lettre qui correspond, qui est celle du 27 février. Maman, j'ai reçu ta lettre. Je voudrais que tu sois ici. Mon papa est à Bourges. Je travaille bien. Tout le monde se porte bien. Écris-moi souvent. Je vais te faire voir comme je dessine. Reviens donc bientôt. Adieu, je t'embrasse de tout mon cœur. Signé Maurice Dudevant. Et tout en bas, il y a écrit envoie-moi une croix, je crois que c'est une croix d'honneur. Et la réponse de George Sand sera de dire qu'elle n'a pas trouvé de croix d'honneur pour son fils. La réponse de George Sand, donc vous le voyez, il a envoyé cette lettre en février, une autre en janvier. Il n'a pas 7 ans, cet enfant, sa mère est à Paris, puisque le couple vit séparément. George Sand est en train de devenir George Sand. Elle n'était que Aurore Dudevant jusqu'à présent. Et elle lui répond « J'ai reçu ta lettre. » Nous sommes le 2 mars, quelques jours après. « J'ai reçu ta lettre, mon cher petit enfant. Avec un petit artilleur qui ne te ressemble pas beaucoup. Tu lui as fait un shako presque aussi haut que tout son corps. Continue à t'amuser en dessinant et envoie-moi de tes barbouillages. Adieu mon petit ange, je reviendrai bientôt. J'ai bien envie de te revoir. Aime-moi toujours, je t'embrasse de toute mon âme. Ta mère. » Donc ça, c'est assez intéressant. George Sand lui demande de continuer à dessiner. Et ça, vous allez voir, c'est quelque chose de récurrent chez Maurice, où George Sand l'incite à dessiner, à dessiner, à dessiner. Il faut dire que George Sand a pressenti, je vous l'ai dit en première citation, le talent de Maurice. Bon, pourquoi pas, on voit les dessins ici, c'est George Sand, elle se projette un petit peu. Et je vous disais qu'il barbouillait des bonhommes, donc une autre citation qui date de quelques mois plus tôt. Il barbouille des bonhommes qui montrent une idée et le plaisir qu'il y prend est le meilleur indice de sa vocation. Je lui crois peu de moyens pour les choses de calcul et de réflexion, mais beaucoup plus pour les yeux et l'imagination. Alors, il serait né artiste? Nous verrons. Nous avons aussi dans nos collections des carnets de croquis. Donc là, c'est les collections du musée George Sand. Les carnets sont juste derrière dans la vitrine. Et je vous en ai mis un, on va le feuilleter rapidement pour vous comprendre. Donc toujours, on est en 1830. Là, Maurice a 6 ans. Et toujours des petits soldats. C'est toujours un peu la guerre. Voilà. Et la bataille. Donc c'est un petit carnet qui se feuillette, page par page. Voilà. Donc c'est l'assaut, hein, c'est la guerre napoléonienne. C'est quelque chose qui est très très important dans la famille puisque le père de George Sand, je vous le rappelle, était soldat des armées de Napoléon. L'aide de camp de Murat, il meurt quand elle est très jeune. Donc elle vit un petit peu dans la légende paternelle du père disparu. Et Maurice vit dans la légende du grand-père disparu, militaire, napoléonien. Pour Maurice, ça a du sens tout ça. Donc les petits soldats apparaissent toujours, tout au long, voilà. Alors, napoléonien ou peut-être un peu romain, on ne sait pas trop. Hein, mais il mélange, hein, on le voit tout le temps, il mélange, il met des fusils avec des épées, c'est toujours amusant. On amène la foudre qui semble s'abattre à Nohant, à la fin du carnet. Voilà. On mélange les styles, toujours des guerres. C'est un petit garçon de 6 ans. On ne va pas parler de genre, hein, donc à cette époque-là, les petits garçons de 6 ans font la guerre. L'assaut final, la chambre, et c'est la fin. Voilà. Donc je vous le disais, il faut dire que l'année 1831, c'est une année compliquée pour Maurice, puisque sa mère a décidé de devenir une romancière, en tout cas de devenir quelqu'un et de quitter le giron, on va dire, marital. Elle part à Paris, où elle va résider 6 mois, et elle revient régulièrement ici. Elle laisse son fils Maurice au bon soin de son époux, le baron Dudevant. Donc c'est un peu compliqué. C'est à partir de là que naît en fait cette relation épistolaire entre le fils et la mère. C'est ce que nous avons, nous, les premières lettres sont des années 1830, entre Maurice et George Sand. Et il reçoit au tout départ à Nohant un enseignement par un précepteur, mais le baron Dudevant, ça ne lui convient pas. Donc dès 1833, il envoie Maurice au collège Henri IV, en pension. C'est très compliqué pour Maurice. Il ne se plaît pas du tout dans ce pensionnat-là. Il se trouve un peu mis de côté. Il faut savoir aussi qu'à partir de 1834-35, George Sand va défrayer la chronique, ça y est, elle est devenue George Sand, ce n'est plus Aurore Dudevant. Et Maurice va, dans les lettres que nous avons, devoir défendre un petit peu l'honneur de sa mère devant ses camarades, ce qui était compliqué pour un adolescent ou un préadolescent,
on pourrait le dire à l'époque. Et donc Maurice voilà, éprouve quelques difficultés. Et pour autant, George Sand, droite dans ses bottes, ne rechigne pas à toujours lui dire dessine, dessine, dessine. Elle va même lui donner des cours supplémentaires, lui faire donner des cours supplémentaires de dessin, puisqu'elle est convaincue toujours que la vocation de Maurice sera d'être peintre et artiste peintre. Donc elle insiste. Elle lui écrit le 25 décembre 1834, le jour de Noël, « Mon enfant, je t'envoie une lettre que tu remettras à ton maître de dessin. Lis-la. Tu verras que je le prie de te faire copier des académies, c'est-à-dire des corps humains, nus, dans toutes les positions. » En 1934, Maurice a 11 ans. « Cela est indispensable pour quelque chose que tu veuilles faire plus tard, en dessin ou en peinture. Promets-moi donc de t'appliquer sérieusement à cette étude, qui n'est pas très amusante d'abord, je t'en avertis, mais que tu trouveras très belle quand tu la comprendras peu à peu. Il faut de la patience et de la persévérance dans tout. Tu en auras, n'est-ce pas? Ton Georges. » Alors, il faut dire que Maurice, je vous disais déjà l'internat à Henri IV, voilà, ça se passe très très mal, il est malade, enfin, c'est compliqué. Et que quelques mois plus tôt, il avait écrit à sa mère qu'il voulait arrêter les cours de dessin. Donc voilà le courrier, on est en avril. « Ma chère maman, je suis encore le premier en thème. J'ai été le second, comme je te l'ai déjà dit, et maintenant je suis le premier. Je fais ce que je peux. Veux-tu faire ce que je te demande, puisque je fais ce que tu me demandes? Tu me demandes de bien travailler, et là c'est ce que je fais. Je te demande de ne plus apprendre le dessin, parce que j'aime mieux jouer, et parce que l'on n'est pas trop content de moi. On m'a puni et on m'a poussé. Tâche, si tu y consens, à persuader mon père de ne plus l'apprendre. Dis-lui que j'étais le premier. Mon professeur m'a demandé si toi ou mon père vous me récompensiez quand j'étais le premier. J'ai dit que non. Adieu ma vieille, je t'embrasse. Monsieur Dudevant, ton fils. » Il faut dire que Maurice écrit à sa mère un peu plus tard, dans une longue lettre qui est assez bouleversante, où voilà, c'est vraiment une lettre où il explique comment il a défendu l'honneur de sa mère qu'on a injurié dans la cour. C'est juste après l'aventure avec Musset, voilà, elle a défrayé vraiment la chronique. Son père et elle commencent à parler de séparation, de corps et de biens. Donc Maurice est un enfant divorcé. On ne divorce pas au XIXe siècle, mais dans les faits, c'est ce qui va se passer. Et donc Maurice, dans une longue lettre, eh bien, il explique à sa mère que comme je roule 1000 choses dans ma tête, je serai écrivain un jour. C'est peut-être ça ma destinée. C'est ce que je vous disais. Donc en 1936, Maurice, le dessin, on lui force un peu la main. Il préférait être écrivain parce qu'il a 1000 choses dans sa tête. Mais l'année 1936 est importante parce que George Sand se sépare officiellement de son mari, le baron Dudevant. Ce procès en séparation lui accorde 2 choses très importantes qui ne sont généralement guère accordées aux femmes à cette époque-là. Le droit de récupérer son patrimoine matériel, la maison de Nohant et le domaine, et la garde de ses enfants. Je vous rappelle que le patrimoine, c'est ce qui vient du père. Donc pour qu'une femme voilà, récupère, puisque c'était sa propriété pour Nohant en tout cas, eh bien ce droit-là, c'est important. Donc Maurice, une des premières choses que fait George Sand, elle le fait revenir au Bercail, retour en Berry. Et là, Maurice aura 2 précepteurs qui seront principalement Eugène Pelletan et Félicien Malfy, qui vont lui apprendre toutes sortes de choses, et aussi le dessin. Nous sommes en 1936, 1937, Maurice est revenu, et il va faire une rencontre importante, primordiale dans sa carrière d'artiste. Il va rencontrer un certain Auguste Charpentier. Auguste Charpentier, c'est un jeune artiste qui est élève de Ingres et Gérard, pour le moins. Il a 23 ans quand il arrive à Nohant en 1838. Il a déjà rencontré George Sand un peu avant, puisqu'il a produit un drôle d'objet, un éventail. L'éventail des caricatures, qui est au musée de la vie romantique aujourd'hui. Nous avons George Sand au centre, vous la voyez, avec un Liszt pétri d'amour sur ses genoux, à ses genoux devant. Sur les genoux de George Sand, nous avons un petit perroquet, c'est Chopin. Derrière Delacroix, bref, voilà. Une espèce de paradis des artistes romantiques résumé en un éventail. Et puis vous avez à gauche notre cher Maurice, et à droite, sa petite sœur Solange. Donc Charpentier connaît bien, on va dire, George Sand, son environnement et ses amis. Et je vous passe les détails de tous ceux qui sont autour, que vous connaissez tous, puisque ce sont tous des grands artistes connus aujourd'hui. Et Maurice et Solange et Georges accueillent au printemps 1938, à Nohant, Charpentier, pour qu'il fasse le portrait de Madame, le fameux portrait de George Sand, qui était un portrait en pied à l'origine, qui a ensuite été transformé. L'original est au musée de la vie romantique à Paris, et c'est une copie qui est au musée, à la maison de George Sand. Donc Charpentier fait ce portrait, et une fois qu'il est terminé, George Sand, pour des raisons
personnelle, elle doit repartir à Paris. En effet, elle doit résoudre quelques problèmes suite à la séparation avec son époux. Donc elle est obligée de repartir. Elle envoie des lettres à Charpentier en lui disant « Je te laisse faire le soin, je vous laisse, mon cher ami, le soin de terminer le portrait de Maurice et Solange et de les garder. En même temps, ce serait bien. » Donc il a deux rôles. Il va commencer par faire celui de Solange, qui est aujourd'hui dans le salon de Georges de Sand, à Nohant. Voilà. Et puis, il va s'atteler à celui de Maurice. Alors, que je retrouve. Voilà. Donc Maurice, il écrit à sa mère, je vous l'ai expliqué depuis de nombreuses années, et il va donc lui décrire un petit peu les séances de pause. Voilà ce qu'écrit Maurice le 8 mai 1838. La lettre est derrière vous, mais je vais vous la lire, ce sera plus facile. « Chère mignonne, je me porte bien. Solange aussi. Solange est mignonne. Elle pose bien. » Je vous rappelle que Solange, en 28, n'a pas 10 ans encore. « Charpentier a changé le costume de mon portrait. J'ai une veste de velours, un pantalon de velours, tout de noir, une ceinture rouge, que l'on ne voit pas ici, et une chemise blanche. » Et puis, dans sa lettre, il rajoute « Cela, avec une petite main, est pour te donner une idée du portrait. » Voilà. Plutôt qu'un long discours, Maurice va faire l'ébauche, l'esquisse, à l'aquarelle, du portrait que fait Charpentier. Et vous voyez la petite main, elle est en haut à droite. « Cela, pour te donner l'idée du portrait. » Voilà comment Maurice, en fait, communique avec sa mère dans les lettres que nous avons. Il devait certainement faire la même chose avec d'autres correspondants, mais nous n'avons pas la trace de ces lettres. Ce qui est très intéressant et très important, c'est ce petit portrait, cette petite esquisse, mais c'est surtout que Charpentier va beaucoup discuter avec Maurice. Et il va lui conseiller de faire de la copie, de copier. Il lui propose de copier les gravures d'un certain Francisco de Goya. Goya, il est né en 1946 en Espagne, il meurt en 1828 à Bordeaux. C'est un très très grand artiste, c'est un des premiers, on va dire, dans le romantisme européen, romantisme un peu noir, un peu fantastique. Il va publier une série de gravures, il y en a 80, qui s'appellent les Caprices. Les Caprices, eh bien, elles sont publiées à la fin du XVIIIe siècle. Et Maurice va s'atteler à en faire la copie à la demande en fait de Charpentier qui lui dit c'est comme ça que tu vas t'exercer, que tu vas apprendre le métier. Donc voici ici, voilà la première page, la première planche des Caprices de Goya où Goya fait son autoportrait. Alors ces Caprices, c'est comme un livre d'images avec des thématiques un peu fortes, très sociales, très engagées. Il y a trois thèmes un petit peu forts dans ces Caprices. La satire sociale, assez féroce. Pour résumer, les pauvres sont ignorants et brutaux, les puissants sont incapables et corrompus, les ecclésiastiques lubriques et gloutons. Comprenez un petit peu l'esprit. Le deuxième thème, c'est les variations sur le thème des rapports amoureux, emprunt à la fois d'érotisme et des désillusions. On va parler de mensonges et de prostitution. Je vous dresse encore le tableau des Caprices. Et le dernier thème, en fait, qui touche au fantastique, c'est le thème de la sorcellerie qui reprend sous une forme fantastique les dénonciations des mêmes vices dont je vous ai parlé plus tôt. Donc, en fait, Goya, et c'est vraiment un artiste engagé, il affirme que la peinture, tout comme la poésie, peut être un excellent moyen pour censurer les erreurs et les vices humains. Donc quand vous allez voir les Caprices, vous comprendrez ce qu'il a voulu dire. Il est très imprégné des gravures de Rembrandt. Je vous dis, les maîtres s'inspirent des maîtres, il n'y a pas de secret. Et ce qui est très intéressant, c'est Baudelaire, qui sera un des premiers à faire la critique des Caprices de Goya. Il dira que ce sont des monstres qu'il va créer, mais vraisemblables. Et c'est ça ce qui est assez dérangeant, c'est que c'est un fantastique un peu noir, mais très vraisemblable. Et on va parler de réalisme fantastique. C'est une série, les Caprices, j'en parle beaucoup parce que c'est fondamental chez Maurice. On va le retrouver, je crois que la dernière planche, je vous parlerai, la dernière vue, je vous parlerai encore des Caprices. Ça va inspirer énormément d'artistes. Musset s'en inspire, Victor Hugo s'en inspire, et un certain Delacroix s'en inspire aussi. Donc voilà, on est en 1838, il y a un carnet à la bibliothèque historique de la ville de Paris, qui est en ligne, donc je vous incite à aller sur le site, vous pouvez feuilleter les carnets, et il y en a un qui est consacré aux copies que Maurice va faire, alors à l'encre, à la plume et au lavis, alors que Goya est un très très bon graveur, de certaines planches, pas toutes, pas les 80, des planches de Goya. Maurice, je vous rappelle, on est en 1938, il va avoir 15 ans. Je vous ai fait une petite sélection parce que si je devais tout vous montrer, on y passerait un temps énorme, mais vous irez feuilleter sur Internet, vous allez voir, c'est assez remarquable. Donc voilà, le premier ici, c'est une planche où on voit la copie que nous fait Maurice. Donc la gravure, et c'est ce qui est très spécifique chez Goya, c'est qu'il y a la force du fond et de la forme, c'est-à-dire qu'il a un trait très léger, il fait beaucoup d'aquatinte, c'est une nouvelle technique en gravure qui permet de faire vraiment des fonds noirs comme ça. Maurice va pallier en fait cette technique-là avec la technique du lavis et de l'encre, donc il va noircir son fond. C'est un petit carnet et toutes les pages sont ainsi noircies.
On comprend déjà la noirceur et de ce qui va plaire à Maurice. Ici, nous avons une scène que Maurice va reproduire. Donc là, il ne travaille plus sur le fond noir. Il s'émancipe un petit peu déjà. Ce n'est pas une copie pure, hein, vous comprenez, c'est une interprétation. Et puis, on a un certain Delacroix qui lui aussi s'inspire des caprices de Goya. Donc ça, ce sont des vues qui sont au Louvre. Il a fait plein d'esquisses, plein de petites esquisses où il reprend les caprices de Goya. Et déjà Delacroix, on est en 38, Maurice le connaît, travaille un peu sur le même sujet. Ici aussi, où étonnamment, c'est une femme qui tient un homme, mais c'est l'amour et la mort. Voilà. Maurice, alors c'est encore un peu maladroit, hein, vous m'accorderez voilà, cette critique-là, parce que Maurice voilà, apprend et il découvre un petit peu la copie. Et on a aussi Delacroix qui, lui, avec ce geste à la plume incroyable qu'a Delacroix, va, avec quelques traits, redresser la silhouette de ces caprices. Et puis je termine, pour vous présenter les caprices, eh bien, par celle-ci. Il y en a beaucoup d'autres, hein, mais qui est assez incroyable, parce que on touche déjà à ce que va faire Maurice plus tard. C'est-à-dire qu'on est déjà sur une forme de fantastique, de monstre, mais à corps humain, mais déformé. C'est la déformation qui est dérangeante finalement. Ce ne sont pas des vrais monstres. Alors derrière, on a des chauves-souris, pourquoi pas, mais ce sont des monstres un peu vraisemblables, et c'est ce qui va beaucoup plaire à Maurice. Et c'est comme ça aussi souvent, on pense déjà un peu aux légendes rustiques, à comment il va déformer une forme d'humanité en quelque chose d'un peu monstrueux. La différence, c'est que chez Maurice, c'est un vrai fantastique. Chez Goya, finalement, c'est l'homme qui est monstrueux. La différence, elle est là. On est en 38, et finalement, Maurice va avoir 15 ans, bientôt 16, et l'enseignement à la maison, je dirais à Nantes, ne suffit plus. Il faut savoir aussi qu'en 38 et ensuite 39, George Sand a rencontré un certain Chopin. Pour être un peu moderne, on va dire que c'est le beau-père de Maurice. Ils partent à Valdemosa, à Majorque, où Maurice va beaucoup dessiner, beaucoup. Et donc au retour, on s'installe à Paris. Toute la famille s'installe à Paris, et là Maurice va chercher un atelier pour devenir un artiste, puisque c'est ainsi que sa destinée est écrite par sa mère et vraisemblablement par lui, qui commence à nouveau à penser au dessin, comme quelque chose qui pourrait devenir son métier. Donc Maurice cherche un atelier. Il faut savoir que l'enseignement au XIXe siècle, il y a beaucoup d'ateliers libres. Celui de Delacroix, parce que je vais vous en parler, c'est pas le plus connu, c'est pas le plus recherché. Delacroix n'est pas forcément le meilleur maître, on va dire, d'apprentissage. Il y en a beaucoup d'autres qui sont connus. Il y a l'école des Beaux-Arts qui est très portée sur le dessin, mais ce qu'on cherche là pour Maurice, c'est un maître en peinture. Donc le premier qu'il va fréquenter, qui va lui apprendre à faire ses académies, c'est-à-dire à apprendre à faire les nus, les écorchés, les anatomies, à apprendre vraiment le corps humain et le drapé et tous ces petits détails-là. C'est un certain Barthélemy Mène. Barthélemy Mène, c'est un artiste suisse qui n'est pas très connu, et Maurice n'y reste pas longtemps, il y reste quelques mois. Il arrive à la fin de 39 dans l'atelier, il va repartir en février. Il repart en février 40. Donc ici, c'est l'affiche de notre exposition. C'est parce qu'on est vraiment sur une forme d'extase incroyable. Et c'est surtout qu'on a une très belle maîtrise du fusain ici, chez Maurice. Il vient juste de rentrer à l'atelier. On est en 1840. Alors Maurice se trompe même sur l'orthographe du nom de l'artiste. Hein. Mène, c'est pas M-E-I-N-E comme l'écrit Maurice, mais c'est bien M-E-2-N. Voilà. Et puis, Mène, en fait, il y a deux grands principes pour apprendre le dessin, c'est les anatomies et la copie. C'est comme ça qu'on arrive en se faisant la main. En fait, je pense qu'en musique, vous allez me détromper peut-être, mais on fait des gammes au dessin, en art. On fait ses copies, on fait ses académies. Donc très rapidement, il rentre à l'atelier d'Eugène Delacroix parce qu'il ne se plaît pas chez Mène. Delacroix, c'est un ami de la famille, il est très proche de George Sand, dont il a fait le portrait quelques années plus tôt. Il est très ami avec Chopin, qu'il admire énormément. Et donc chez Delacroix, on va apprendre la copie, mais avant tout, on continue toujours à apprendre ce qu'on appelle sur le vif, dans la nature, sur la bosse, et ainsi de suite. Donc je vais vous citer Maurice, qui dans un petit opuscule avait raconté quelques menus plaisirs de son passage chez l'atelier Delacroix. Alors quelquefois, c'est un peu exagéré. Les dates ne correspondent pas tout le temps, donc c'est quelque chose que Maurice a écrit bien après, ou il a repris ses notes bien après. Donc voilà, on reprend un peu, c'est très anecdotique, c'est très amusant à lire. Donc je cite Maurice. Je dessine d'après la bosse. Donc la bosse, vous savez, c'est le plâtre ou le bas-relief, donc c'est le moulage si vous préférez. Donc je dessine d'après la bosse, puis d'après nature. Je fais des copies d'après des académies peintes, puis au Louvre. Les copies du Louvre notamment. Se placer non loin d'une jeune fille et entamer la conversation. Donc il y a tout un paragraphe où Maurice vous explique comment draguer une jeune fille au Louvre, en parlant du verre véronèse, enfin des choses très techniques, mais très pratiques selon Maurice.
Il parle de visites intéressantes pour les thons verts à la morgue, 1 ou 2 fois par an, les études de chevaux morts à Montfaucon, à l'écarrissoir. Quelquefois, il raconte aussi « J'ai été aujourd'hui travailler au Louvre, j'ai copié des watteaux ». Donc voilà, ce sont des notes où on comprend comment Maurice travaille. Et voilà, ici, quelques vues. Alors, dans l'exposition, on en a mis qui étaient plus regardable pour un public non averti. Ici, on est vraiment pour comprendre que voilà, pour apprendre le corps humain, il faut aller, donc ça se fait beaucoup, voilà, on va à la morgue, on regarde le corps, on va avoir des modèles vivants, mais pas que. Et puis sinon, on apprend aussi sur modèle vivant, donc vous voyez, toutes les étapes d'un corps humain, et puis les copies, voilà, les académies, les muscles, la main, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors, il faut savoir aussi que Maurice n'est certainement pas le plus assidu des élèves chez Delacroix. Alors, il faut dire que Delacroix est souvent avare de compliments et que les premières années, les premiers mois, même les premières années, pour Maurice sont un peu difficiles. Imaginez, il arrive, il n'a pas besoin de travailler. Beaucoup de ses congénères doivent travailler à côté pour payer en fait leurs études, leur vie à Paris. George Sand va tout fournir à Maurice. Donc il n'a pas ce souci-là. Donc il vit plutôt une jeune vie de rapin. Vous savez, les rapins, c'est ces jeunes étudiants qui vivent bien, qui font la fête, qui vivent un peu la vie de bohème. Bon, George Sand, ça va bien un moment, mais il va falloir que Maurice quand même soit un peu plus assidu. Donc elle remontrance, elle le sermonne un peu. Et il y a une lettre en 1840 qui est assez explicite. Je vous la lis. « Je crois que tu feras bien désormais, mon bonhomme, d'aller un peu à l'atelier d'élèves de Delacroix. Tu ne feras jamais grand-chose si tu ne te mets pas à l'œuvre avec d'autres jeunes gens de ton âge. Tu as passé une bien mauvaise année, mon pauvre vieux. J'espère que tu me reviens avec la résolution de fuir les sociétés dévoyantes, les poupées, les dandys stupides et autres passe-temps de Fafio. Je te déclare que je me suis un peu reposée de la lutte que toi et ta sœur m'avez fait soutenir à votre manière. Je me suis retrempée et je vais être plus ferme que par le passé. Je me reproche mes découragements avec toi. J'aurais dû être mère absolue, j'en étais souvent qu'une amie complaisante. Je t'avertis que nous nous battrons à coups de poing maintenant s'il le faut, mais que tu n'iras pas gaspiller toutes tes soirées loin de moi. Nous lirons, nous causerons, tu dessineras, nous irons au spectacle quand cela en vaudra la peine, et quand nous serons bien fâchés, nous nous bigerons à mort, et tu iras te coucher en convenant que j'ai raison. » Donc en effet, c'est ce que je disais, Maurice est soutenu par sa mère, donc voilà, le sermon a porté ses fruits. Maurice retourne enfin à l'atelier. Mais il y a quand même une tension qui est assez latente entre Maurice et son maître. Maurice, il a un peu la dent dure avec Delacroix qui ne doit pas être tendre, soit. Mais je me permets de lire Maurice avec quelques pincettes en disant, voilà ce qu'il dit de Delacroix. Delacroix n'était pas plus dessinateur qu'Ingres était coloriste. Et pourtant, l'un et l'autre croyaient fermement réunir ces deux qualités. Les théories du patron, Delacroix, sur le dessin étaient parfaites. Mais il ne les appliquait pas parce qu'il ne le pouvait pas. Bon, Maurice, la dent un peu dure, en effet, sur Delacroix. Il retourne à l'atelier et il redonne bon espoir à sa mère qui écrit 1 an plus tard, en février 41. Elle écrit à son frère, Hippolyte Chatillon, qu'elle ne doute pas du talent de son fils. Je cite, « Du reste, je suis très contente du gamin. Il travaille comme un nègre. Et Delacroix m'a dit que, quoi qu'il fût le plus nouveau dans l'atelier, il était déjà le plus fort. Il dit qu'il sera un grand peintre s'il continue à le vouloir et que, quand Delacroix, qui est très féroce avec ses élèves, dit de pareilles choses, c'est bon signe. » Ce succès a encouragé Maurice et l'a enfin réveillé de sa torpeur. Il passe sa journée à l'atelier, où après avoir travaillé 4 heures au modèle, il fait 2 heures d'anatomie avec un professeur que les élèves se sont donnés en se cotisant et qui leur fait un cours complet. Après dîner, jusqu'à minuit, il se remet au dessin, soit à copier des gravures des anciens maîtres, soit à composer des sujets qui sont pleins d'imagination et de mouvement. Bon sang ne saurait mentir, forcément. Maurice est un génie. Delacroix, je vous disais, est un peu sévère, mais quelquefois il récompense ses élèves. Donc tous les mois, Maurice nous le raconte, Delacroix faisait un petit concours dans l'atelier. Donc je cite, janvier 1844. Il y avait un concours de composition peinte ou dessinée 1 fois par mois. J'ai eu à diverses reprises le numéro 1. C'était des sujets religieux, la mort de Samson, Agar dans le désert, la mort de Jacob, et ainsi de suite. Donc en effet, puisque pour être un peintre qui présente des œuvres au salon, le salon c'est là où on se fait reconnaître, où on se fait acheter généralement, où on a des commandes. Au 19e, en tout cas encore dans les années 40, c'est la peinture historique ou la peinture biblique religieuse qu'il faut présenter. Donc voilà, la mort de Samson qui est là-haut, vous la voyez ici.
donc qui fait partie d'une collection privée et qui a permis à Maurice d'avoir le premier prix de composition, en tout cas à l'atelier de Delacroix. Très rapidement, moi je trouve qu'on ressent chez Maurice des copies, en tout cas des mises en scène un petit peu identiques à certaines œuvres. Ici, c'est les Noces de Cana de Véronèse, mais quand on regarde bien, les compositions sont tout à fait identiques. Donc c'est un modèle très classique de fuite, de perspective, où on encadre le modèle pour attirer le regard au centre. Donc ça, c'est quelque chose de très classique dans l'enseignement de peinture. Et Maurice, c'est certainement pour ça qu'il a remporté ce prix à ce moment-là. Et les autres vues de la mort de Samson, il y en a une très belle par Gustave Doré, et très très différente, où on ne voit que la colonne qui s'effondre et pratiquement pas les Philistins derrière. Donc voilà, c'est assez amusant de voir comment Maurice, à l'atelier, va travailler sur ces modèles religieux qui finalement ne sont pas du tout du fait de son goût personnel. Et puis voilà, la leçon maîtresse, c'est copier, 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 copier. On copie Eugène Delacroix. Bon, voilà. Ici, c'est la fameuse éducation de la Vierge. Alors, pour faire vite, parce que le temps file, nous sommes en 1842. Je crois que c'est la plus belle année à Nohant. La même année, le même été, nous aurons Delacroix, Chopin et George Sand au même endroit. Les trois grands maîtres du romantisme, c'est magique. Imaginez cet été, on a Chopin qui joue au piano, Delacroix qui peint les fleurs, puisqu'il s'essaye aux fleurs, et puis George Sand qui vague entre les deux. Donc en fait, ce tableau, c'est une copie du tableau de Delacroix. Donc l'original de Maurice est ici, l'original de Delacroix est au musée Delacroix. Delacroix va passer à 3 reprises à Nohant, en 42, en 43 et en 46. Il est invité par George Sand, puisqu'il est très ami de Chopin, et il a besoin de se mettre un peu au vert, puisqu'il a beaucoup travaillé, et il a quelques difficultés de santé, quelques problèmes de santé, donc il va se mettre au vert, et il arrive à Nohant. Et normalement, il écrit « Vive les vaches, les sabots, à bas les tableaux et les pinceaux ». Bon, au bout de quelques semaines, il s'ennuie. À peine installé, j'éprouve que mes projets de ne rien faire ne peuvent pas tenir et que je m'ennuierais horriblement si je n'entreprenais pas quelque chose. Je vais m'amuser avec le fils de la maison à entreprendre un petit tableau pour l'église du lieu. Donc, il est venu un peu les mains dans les poches. Maurice n'a pas d'atelier véritablement à Nohant, puisqu'il habite à Paris. Toutes ses peintures sont à Paris. Donc, il va passer commande à un ami de Delacroix. Donc, je vous fais la liste de ce qu'il va commander à Paris. Pour les couleurs dont j'ai besoin pour le tableau, tu les désigneras à Jenny et tu les prendras dans ce qui reste de couleurs à l'atelier. S'il en manquait, elles iraient les prendre chez Haro. J'en insère la liste. 8 blancs de plomb, 6 jaunes de Naples, 4 ocres jaunes, 2 rouges de Venise, 1 rouge Vendique, 2 terres vertes, 6 lacs Garance, 2 terres Cassel, 4 noirs pêche, 1 noir d'ivoire, 2 bleus de Prusse, 6 lacs Robert, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Il continue dans sa lettre. Le lieu est très agréable et les hôtes, on ne peut plus aimables pour me plaire. Par instant, il vous arrive par la fenêtre entr'ouverte sur le jardin des bouffées de la musique de Chopin qui travaille de son côté. Cela se mêle au chant des rossignols et à l'odeur des rosiers. Tu vois que jusqu'ici, je ne suis pas très à plaindre et cependant, il faudrait que le travail vienne donner le grain de sel à tout cela. Donc voilà comment Delacroix va commencer à faire ce portrait, ce tableau de l'éducation de la Vierge. Alors, il raconte comment lui est venue un peu l'idée et ce qu'il a fait de son séjour. Le plus grand événement de mon séjour a été un bal de paysans sur la pelouse du château avec des cornemuseux en réputation de l'endroit. Les gens de ce pays offrent un type remarquable de douceur et de bonhomie, n'est-ce pas? Les femmes ont toutes l'air de ces figures douces que l'on ne voit jamais que dans les tableaux des vieux maîtres, n'est-ce pas? Ce sont toutes des saintanes. Je te rapporterai des croquis du tableau que je fais. Je ne sais comment il se terminera. Et donc il commence. La petite anecdote amusante, c'est que Maurice n'avait pas tout son attirail, Delacroix encore moins. Donc il a fallu monter un châssis. On prend le fameux coutil de George Sand. Donc vous savez, c'était ce tissu qui servait à faire les dessous pour George Sand. On va tendre le tissu. Maurice, lui, n'aura pas cette chance, puisqu'on voit ici, on a des marques de papier. Donc on va, pour Delacroix, tendre un grand châssis. Et Delacroix, il a quelqu'un à son atelier qui le fait pour lui. Donc il explique que j'ai eu toutes sortes de peines pour monter la toile et en tirer parti. Tu connais mon naturel peu colleur, donc on collait la toile et on l'entrecollait. Heureusement que le fils de la maison l'est plus que moi et ça m'a aidé un petit peu. Voilà. George Sand citait plus tard que la toile avait été prise dans sa toilette. C'était un coutil de fil destiné à faire ses corsets. Alors là, on voit bien la différence entre les deux œuvres. On les voit ici, c'est-à-dire que Maurice, finalement, il fait une copie, bien évidemment, mais
plus maladroite, il a 19 ans, on est en 1842, il a quelques petites fleurs qui disparaissent. Il faut savoir que Delacroix, c'est pas le peintre des fleurs, c'est le peintre de la couleur, on le sait, des grandes scènes bibliques incroyables. Et George Sand cite que j'ai vu pour la première fois Delacroix essayer de peindre des fleurs. Il avait étudié la botanique dans son enfance et comme il avait une admirable mémoire, il la savait encore, mais elle ne l'avait pas frappé en tant qu'artiste. Et le sens ne lui en fut révélé que lorsqu'il reproduisit attentivement la couleur et la forme de la plante. Je le surpris dans une extase de ravissement devant un lys jaune dont il venait de comprendre la belle architecture. C'est le mot heureux dont il se servit. Donc grâce à Nohan et George Sand, Delacroix a découvert la peinture de fleurs. Donc voilà, on vous a mis très rapidement quelques petites différences dans le traitement du ciel, dans la couleur, puisqu'en effet, vous allez le comprendre au fil de la conférence, mais Maurice, c'est pas le maître de la couleur. Delacroix, bien sûr, il va tout révolutionner. Maurice est un peu plus, un peu moins à l'aise, en tout cas, pour la couleur. Quelques différences notables, notamment dans le traitement de ces couleurs-là. Je continue, il faut savoir quand même, je vous parle des grands maîtres, que Delacroix s'inspire beaucoup de Rubens, notamment pour les couleurs et pour beaucoup de choses, et que la scène de la Sainte-Anne, c'est une scène biblique extrêmement reproduite. La différence entre nos scènes berrichonnes et les grandes autres scènes, c'est que celles-ci, elles sont vraiment champêtres, à la différence des autres. Alors, Maurice, finalement, la question s'est posée, est-ce qu'il a vraiment copié en même temps que Delacroix? Est-ce qu'on avait Delacroix et son châssis et notre Maurice à côté qui faisait la copie? C'est pas si simple. George Sand se contredit, ça lui arrive souvent, mais là, pour le coup, elle se contredit vraiment sur la genèse de l'œuvre. Donc elle dit, voilà, Maurice copiait à mesure pour étudier le procédé du maître. Ça, c'est ce qu'elle écrit quelques années plus tard. Mais sinon, dans une autre lettre qu'elle avait écrite un peu après la période à Delacroix, Maurice a été tout imbécile jusqu'à présent. Il n'a rien fait que préparer sa toile pour copier Sainte-Anne. Il tourne autour et la regarde d'un air penaud en disant « Sapristi, sapristi ». Je sais bien ce que cela veut dire. Il voudrait faire et n'ose pas. Et elle écrit ça en juillet 42 alors que Delacroix est déjà reparti. Donc il semblerait que Maurice n'ait pas tout à fait copié le maître pendant la création, mais qu'il ait fait une copie du tableau après. Puisque le tableau était bien resté à Nohant, destiné à l'église, et finalement, George Sand va le garder chez elle à Nohant, elle le revendra bien après la mort de Delacroix, parce qu'il a acquis beaucoup de valeur, donc elle va le vendre dans les années 60. Et c'est le tableau, celui-ci, qui sera mis dans l'église. Et George Sand écrit à son fils, en 42, au moment de l'installation du tableau dans l'église, « La bénédiction de la croûte va bien amuser Delacroix ». Voilà. Donc je vous disais la copie, la copie, la copie. Alors, on repart dans l'histoire de l'art. Copier Piranèse. Piranèse, on le voit ici, c'est l'œuvre de gauche, c'est un artiste italien qui va avoir une commande importante, notamment pour faire des architectures de prison. La copie de Piranèse, elle est juste ici, vous la voyez, c'est Delacroix qui l'a fait. C'est très intéressant parce que on est complètement sur une architecture un petit peu fantasmée, qui n'est pas très réaliste. C'est à gauche un univers carcéral qu'invente Piranèse. À droite, ça pourrait être la même chose, mais complètement absent d'homme et pas très vraisemblable. Mais on est complètement au niveau de la structuration et de l'architecture, ce que fait très très peu Maurice. Maurice fait très très peu de vues d'architecture. Donc là, c'était assez intéressant de comprendre. Et là, c'est un exercice de style pour avoir une perspective réaliste. Il va copier aussi les grands maîtres de la Renaissance. Donc ce dessin se trouve dans la vitrine juste ici. C'est une étude d'après Raphaël qui est signée de Maurice, vous voyez, d'après Raphaël, 1844. On a retrouvé les trois grâces de Raphaël, c'est évident, on y pense tout de suite. Oui, mais dans la manière, quelque chose qui ne colle pas. Il faut savoir que Maurice, à Paris, il fréquente les grands musées, les musées du Luxembourg ou le musée du Louvre, où on voit les œuvres en vrai. Je vous rappelle que le Pont des Arts a été créé à cette époque-là, au début du 19e siècle, pour que les étudiants en art traversent la Seine pour aller justement voir les œuvres au Louvre. Il n'empêche que tout n'est pas visible, et c'est pour ça que George Sand parle de la gravure des grands maîtres. Donc toutes les œuvres, ces grandes œuvres circulent dans toute l'Europe par la gravure. Notamment ici, là c'est pas une gravure, c'est le tableau de Rubens qui reprend les trois grâces aussi, avec, on va dire, dans la partie charnue, le traitement du corps, on est beaucoup plus proche du dessin que fait Maurice. Et pourtant, finalement, c'est sans doute plutôt en se rapprochant de Dürer qu'on va retrouver une filiation avec ce dessin-là et avec la manière de traiter le corps. Donc en fait, il va mélanger les grands maîtres, c'est ça l'éducation, en fait son regard s'éduque au fil de la copie. Dürer, toujours, les dessins qui se trouvent ici, certains en tout cas dans cette vitrine, où on voit aussi les études de main, comment porter une épée, voilà, une étude de nu.
voilà, d'un fifre. Et puis ici, on reprend chez Dürer, on comprend bien le traitement des corps où le muscle est saillant. Chez Rubens, on a des formes plus molles. Chez Dürer, c'est beaucoup plus vif, c'est beaucoup plus acerbe. Et pourtant, c'est très exacerbé comme musculature et comme traitement du corps. Et puis, on a d'autres copies de Dürer, qui est vraiment un artiste que Maurice va beaucoup copier. Ici, ce sont des petits métiers. Ça lui permet de parler de posture, de traiter aussi du drapé, toujours en crayon, toujours en fusain ou en mine de plomb. Donc, ce sont des petits exercices qu'il se fait. Et là, on va copier le maître du maître. Le maître du maître, c'est Rubens. Delacroix, c'est le nouveau Rubens. En tout cas, c'est comme ça que les appellent ses contemporains. Baudelaire dira que c'est le Rubens français. Liszt disait que c'était le Rubens du romantisme. Donc vous avez ici, là, une belle œuvre. C'est une petite gouache qui représente la fuite de Lot. Lot, vous savez, dans la Bible, il fuit Sodome, et la légende biblique veut que si on se retourne et qu'on regarde la ville, on se transforme en statue de sel. D'ailleurs, la femme de Lot se retourne. Et c'est à cet instant-là, au moment où on se retourne, que les artistes vont capter cet instant-là. Ça, c'est une copie de la fuite de Lot qui est au Louvre de Rubens. Alors oui, mais non, finalement, ça ressemble, mais c'est pas complètement ça. Parce que finalement, cette copie du Louvre, enfin cette œuvre du Louvre, elle a été copiée par un autre artiste, par Delacroix. Donc ça, c'est la copie de Delacroix du Rubens du Louvre. La copie de Delacroix, elle est aujourd'hui au musée Delacroix, elle est exposée dans le parcours permanent. Elle est toujours restée dans l'atelier de Delacroix. Donc quand Maurice y va, il voit cette copie. Et finalement, ce que l'on comprend, c'est que Maurice, il va copier le Delacroix, qui est une copie du Rubens. Vous voyez la boucle? Voilà ce que dit Delacroix à propos de Rubens. Rubens, à travers ses couleurs crues et ses grosses formes, arrive à un idéal des plus puissants. La force, la véhémence, l'éclat le dispensent de la grâce et du charme. Ce travail sur la forme et la couleur, donc Delacroix, ce sera la couleur et la vivacité du trait, c'est tout à fait un Rubens moderne. Et là, on vous a mis les trois, où on voit justement que, regardez, Delacroix a enlevé une partie du Rubens du Louvre. Maurice a copié le Delacroix. On a des postures qui sont un peu différentes également. Et on est vraiment donc sur une copie de la copie. Donc Maurice va copier, mais tout le monde le faisait. Et avec élégance, et celui de Delacroix au musée est magnifique également. Là, c'est un petit clin d'œil sur la légende napoléonienne dont je vous ai parlé, des scènes de bataille, des scènes de retour d'armée, où on voit Napoléon, ou on voit des militaires napoléoniens au repos, ou après la bataille. On en a beaucoup dans l'œuvre de Maurice. On vous a mis celle-ci parce que c'était intéressant de la composer, de la présenter avec justement des grandes œuvres classiques. Celle du bas, c'est une œuvre plutôt, on va dire, de l'imagerie populaire, qui était en estampe, qui a été beaucoup reproduite. Et puis on a gros au-dessus avec cette bataille bien connue. On a toujours le même genre de composition. Et là, Maurice en a fait beaucoup. On en a aussi au musée et dans quelques collections privées qu'on connaît. Là, Maurice, jusqu'à présent, je vous ai parlé d'œuvres dont il n'était que l'élève d'artistes, qu'il n'a fait que des copies ou des études. Maintenant, on va parler de Maurice, artiste en son nom propre. Il va mettre quelques années avant d'oser en fait toucher vraiment à la couleur. Et vous allez voir qu'il va faire quelques peintures, mais que finalement c'est vraiment le dessin, le noir et blanc, ou en tout cas l'aquarelle ou la gouache, mais c'est pas la peinture qui plaît à Maurice, c'est vraiment le dessin, ce travail sur le contraste, qui est un exercice assez difficile. Néanmoins, le dessin lui plaît tellement que c'est ce qui l'oppose souvent à Delacroix. Delacroix, je vous le disais, c'est le maître de la couleur. Maurice passe par le dessin, et c'est en fait une révolution dans le dessin classique, dans l'enseignement classique, où le dessin prime à l'école des Beaux-Arts sur la peinture. C'est comme ça qu'on enseigne. Et on apprend dans une lettre de Georges Sand, on est en 1843, que Maurice doit concourir pour une place aux Beaux-Arts. Donc en 1943, alors qu'il est encore à l'atelier de Delacroix, il y reste jusqu'en 1948, Maurice veut concourir à l'école des Beaux-Arts. Elle écrit à son frère, Hippolyte Châtiron. Maurice est dans les 2-3 années qui vont décider de son avenir, à savoir s'il sera un artiste ou un amateur. Tu me diras qu'il peut vivre sans être un artiste, mais quelle différence dans la vie d'un homme de savoir faire en maître ce que l'on a appris ou de rester écolier. Il faut que cette année, Maître Maurice épouse Dame Peinture pour tout de bon. Bon, il n'a pas dû être reçu aux Beaux-Arts, puisqu'on n'a jamais, moi j'ai jamais vu ensuite de mention de cette école, de ce concours à l'école des Beaux-Arts. Mais il faut savoir qu'en 1948, c'est aussi un bouleversement dans la vie de Maurice, puisqu'il quitte l'atelier.
c'est le départ de Chopin, un petit peu aussi, c'est le moment de la séparation. Et puis c'est le moment aussi où ça donne au théâtre. Donc il a deux nouvelles passions. Donc finalement, il va quand même produire des œuvres au salon, Maurice. Il va quitter l'atelier, il va essayer de vivre de son art, mais voilà, il va s'adonner à d'autres arts et d'autres créativités en fait, qui ne sont pas que le dessin ou la peinture. Il est illustrateur. Finalement, c'est vraiment pour ça que Maurice va faire, on va dire, carrière, même si ce n'est pas vraiment le cas. Il va illustrer au tout début, surtout des œuvres de sa mère, des articles dans les journaux. Le premier article qui est signé Maurice Dell, en tout cas, illustration d'un article de George Sand, c'est dans Le Diable à Paris, et il représente des Indiens, les Indiens Iowa, qui étaient venus à Paris et qu'on avait été visités. Et donc Maurice en fait un portrait qui, pour le coup, n'est pas condescendant comme beaucoup de portraits à cette époque-là, mais qui est déjà avec un petit souci d'ethnographie, où il s'intéresse beaucoup aux costumes, et il ne fait pas un portrait standard des Indiens, mais il les identifie quasiment un par un. Donc ça, c'est assez intéressant. Et puis il va écrire il va illustrer beaucoup d'articles de sa mère dans beaucoup de journaux, l'Illustration, Le Monde Illustré, L'Artiste, Le Magasin Pittoresque. Il va présenter des œuvres au salon, donc le fameux grand salon pour les artistes français. Donc il en présente une trentaine entre 1848 et 1880. Sans grand succès, il y a une grosse pause dans son travail dans les années 1860. C'est à ce moment-là qu'il fait un grand voyage aux États-Unis, qu'il se consacre à la science et à d'autres choses. Donc voilà, la participation au salon est un petit peu chaotique. Il va présenter des œuvres peintes, mais beaucoup de dessins. La thématique est toujours la même, pratiquement toujours la même. Le Berry, le fantastique et quelquefois aussi le militaire. La seule œuvre au salon qui est vraiment connue, elle est derrière moi. Celle-ci, elle a été présentée en 1857, c'est le Grand Bissexte, qui n'est certainement pas la meilleure œuvre peinte de Maurice, puisqu'elle est très en aplat, mais le sujet est très original, il plaît beaucoup. On est sur un nouveau fantastique, un peu mystérieux quand même, on n'est pas sur le fantastique noir que je vous ai montré tout à l'heure avec Goya. Et cette toile-là va plaire, puisqu'elle va être achetée par l'État. Donc l'État français achète en 1857 cette toile, qu'elle donne dans la foulée, en 1858 au musée de Bourges, qui nous la prête aujourd'hui. Elle est très importante néanmoins dans la carrière de Maurice, puisque c'est grâce à cette toile-là qu'il se rend compte que l'État lui ayant fait confiance, il va pouvoir peut-être se lancer dans une aventure éditoriale qu'il n'avait pas osé jusqu'à présent, qui sera celle des légendes rustiques. Puisque le fantastique plaît tant, il va en écrire un livre, il en sera l'auteur. Vous me direz non, c'est George Sand l'auteur, non. En fait, c'est Maurice qui lance l'aventure des légendes rustiques. Il fait 12 planches et il demande à sa mère d'illustrer par ses textes ses propres dessins. On commence à retourner un petit peu tout ça. Ce qui n'empêche, c'est que moi, je vais beaucoup vous parler d'une édition, des éditions que j'aime beaucoup, beaucoup, et qui sont très, très parlantes dans l'œuvre de Maurice, parce que c'est très, très, très fourni. Ce sont les éditions illustrées de George Sand. On est après-guerre, on est dans les années... Alors après-guerre, pardon. On est après la Révolution de 48, on est dans les années 1850-1851. Vous savez que le pouvoir n'a pas élu... elle a élu un Louis-Napoléon Bonaparte qui ne convient pas du tout à George Sand, qui s'était battu pour un gouvernement plus républicain et démocratique. Elle va donc se remettre en question. C'est ce moment-là où elle revient à Nohant, où elle se dit on a sans doute loupé quelque chose dans la manière dont on devait éduquer le peuple, par la culture, par la littérature, par les arts. Et donc elle se dit que ces œuvres, qui sont des œuvres politiques, personne n'en doute ici, eh bien, ont une vocation d'éducation populaire. Donc elle va demander à un ami, Hetzel, un éditeur, eh bien, de faire avec elle une édition un peu particulière, l'édition illustrée de toutes ses œuvres. L'éditeur accepte, bien sûr, c'est intéressant, il y aura 9 volumes, et les best-sellers de George Sand ne seront pas traités tous d'un seul coup, mais chacun dans un volume. C'est malin, ça permet d'acheter tous les volumes quand on veut vraiment avoir les best-sellers de George Sand. Et il faut trouver, bien sûr, un illustrateur. Alors, je dis souvent le poids des mots, le choc des photos, mais c'est important, c'est comme ça qu'on a compris que par l'image, par aussi un coup faible, on va pouvoir faire lire les œuvres politiques et éduquer le peuple. En tout cas, c'est la mission que George Sand se donne avec ses éditions. Et donc, le premier... on va dire, le premier illustrateur qu'on va trouver, c'est Tony Johanneau. Tony Johanneau, c'est le grand illustrateur, il est très à la mode à l'époque, et il va commencer notamment par faire le premier volume avec Une mare au diable, qui est bien connue. Et Tony Johanneau, je vous rappelle, la mission, c'est de faire lire, de faire découvrir, de vendre, avec chacun sa mission, hein, l'éditeur pour gagner de l'argent, George Sand pour éduquer le peuple et expliquer un petit peu ce mouvement et cet engagement politique qu'elle met dans son écriture. Et donc, il faut que les images aient du poids, aient une force. Donc, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on prend une image, on va créer une image qui vient parler à l'imaginaire collectif. Et il y a des tableaux, il y a des modes au XIXe siècle. Voilà, on a eu un tableau extrêmement connu. On est quelques années plus tôt.
c'est Rosa Bonheur, dont on a beaucoup parlé dernièrement, qui fait le bourrage nivernais. Et très amusant, c'est très amusant de voir comment Johannot s'inspire, puisque c'est évident, on reprend les mêmes images qui sont énormément véhiculées par la presse, et c'est comme ça que tout est transmis. Donc il faut faire mouche à chaque fois. Et les éditions illustrées de George Sand, c'est un très bel exemple de la force du mouvement éditorial. Je vous en ai mis plusieurs de Tony Johannot, parce que je vais vous dire beaucoup que Maurice s'inspire, mais Johannot aussi, comme Delacroix l'a fait auparavant. Ici, c'est une illustration du Compagnon du Tour de France de 1852, qui s'inspire en partie d'une image populaire. C'était vraiment une estampe populaire dans l'imagerie populaire au début du 19e siècle. C'est celle du bourgeois de la ville parlant aux juifs errants. On est de Pierre Leloup du Mans. Et c'est quelque chose qui est vraiment, vous savez, ces petites imageries, ces petites images d'Épinal, qui nous rappelle étrangement un certain Bonjour Monsieur Courbet, qui arrive quelques années après, qui va être même repris dans une illustration de Raffet pour le Compagnon du Tour de France. Donc la boucle est bouclée. Et finalement, ce sont des images, voilà, quelque chose qui doit être familier et qui doit permettre de faire comprendre le propos du livre et qui doit faire feuilleter l'ouvrage. Alors, ce n'est pas exactement toujours la même chose, mais on est tout à fait dans le même esprit. Là, en revanche, Tony Johannot, il a eu une inspiration assez facile, vous allez comprendre. On est toujours dans le Compagnon du Tour de France en 52. Et là... Voilà, il n'y a pas de dessin à vous faire, c'est clairement Médée furieuse de Delacroix. C'est la même posture, les enfants, voilà, elles s'enfuient, le regard tourné. Maurice, plus tard, dans le meunier d'Angibault, va faire quelque chose d'un peu identique, mais presque en miroir. Je vous rappelle que la gravure, c'est un dessin à l'envers, ou le dessin, c'est une gravure à l'envers. Donc on a quelque chose en miroir qui reprend toujours ce genre de posture. Donc ça, voilà, c'est de l'imagerie populaire qui revient, qui revient. Sauf que Johannot, malheureusement pour lui, il va décéder en 1852. Alors je dis malheureusement pour lui, mais heureusement pour Maurice, puisque George Sand rêvait depuis le début de proposer Maurice comme illustrateur de ses œuvres. Alors, pardon, j'avais oublié, on a ici Edmé de Mauprat, c'est Madame de Pompadour, voilà. Surtout que dans le roman, on est au XVIIIe siècle, c'est une aristocrate dans le sud du Berry, éprise de lumière, l'associée à Madame de Pompadour, c'est pas complètement innocent de la part de Tony Johannot. Voilà. Tony Johannot meurt en 52 et il meurt le 4 août. Voici ce qu'écrit George Sand le 7 août. Maurice, qui ne le connaissait pas du tout, est là, je vois qu'il y a une faute, est là comme un soldat qui voit tomber son capitaine et dit « Ça fait de la place dans les rangs et de l'avancement pour qui mérite d'avancer. Il désire donc vivement faire la suite des dessins de mes œuvres complètes. » C'est un peu rude. Hetzel va accepter. Alors, il n'est pas tout à fait favorable au début parce que Maurice n'est pas du tout connu. Et il faut savoir que jusqu'à la dernière édition, on en a quelques-unes ici, des œuvres illustrées, il y aura toujours écrit Tony Johannot. Parce que c'est un peu plus marketing de rajouter et de laisser Tony Johannot qui est très connu. Donc, il y a Tony Johannot et Maurice Sand jusqu'au bout. Alors que Tony Johannot n'illustrera plus à partir de 53. Voilà. Il y a aussi un autre petit exercice amusant, c'est qu'un certain Gustave Doré, très grand artiste, a proposé ses talents à George Sand pour illustrer ses romans. Elle refuse. Elle dit que c'est pas possible. On a Maurice qui est sur les rangs, donc Maurice passera d'abord. On a donc peut-être loupé quelque chose d'incroyable avec des illustrations par Gustave Doré, qui deviendra le grand illustrateur du 19e que l'on connaît aujourd'hui. Donc là, je vais un peu dérouler parce que je vois qu'il est... Voilà. Eh bien, les influences que nous retrouvons dans nos éditions illustrées par Maurice. Ici, c'est le meunier d'Angibault, qui reprend, voilà, j'ai pris l'exemple ici parce que c'est un Rembrandt qui est assez connu, c'est un atelier, voilà, l'atelier de gravure de Rembrandt. Et en fait, Maurice s'inspire beaucoup de ces graveurs du XVIIe siècle. Rembrandt le premier, Goya, je vous l'avais dit, s'était inspiré lui-même de ces gravures-là. On retrouve un peu dans l'esprit les postures et ainsi de suite. Alors là, vous allez voir, je me suis un peu amusée à retrouver voilà, des ressemblances, en tout cas des inspirations. Là, ce follet d'Epnel, il est un peu dérangeant, ce cheval qui se cabre à la fin, qui part en arrière. On le retrouve chez Johannot dans le roman André, on le retrouve chez Maurice dans Georges Le Guérin, puis on le retrouve un peu chez Delacroix aussi, quelquefois, avec cette posture un peu en arrière. Alors c'est quelque chose en fait qui se reprend qui régulièrement, et c'est une figure de style aussi en peinture et en dessin, d'avoir cette posture du cheval qui se cabre et qui se retrouve en arrière. Donc le centaure, et sinon le cheval un peu fou du follet d'Epnel. On a aussi ici la caverne de Lélia, l'illustrement du roman, on est en 54, c'est Maurice. Quelques années plus tôt, on a Delacroix qui a offert, en tout cas qui a fait ce tableau-là. Là, c'est une petite, c'est un pastel, pardon.
qui est au musée de la vie romantique, qui a refait, voilà, et donc Maurice s'inspire forcément un petit peu de ce que Delacroix a fait pour la caverne de Lélia. Et puis, voilà, là on a, c'est assez flagrant, je pense que Maurice a repris le même dessin, il a juste changé quelques éléments. Donc on est en 53 pour le roman Indiana et en 54 pour Lélia. Et c'est une figure, alors une imagerie collective au 19e, c'est une figure à la mode, c'est Ophélie, la mort d'Ophélie de Hamlet. Donc Delacroix est un fou d'Hamlet, il a fait des gravures entières, il a fait beaucoup d'estampes de toutes les œuvres de Hamlet. Là c'est un tableau qui est aujourd'hui au musée du Louvre, et puis qui c'est un modèle iconique qui va être repris vraiment sur, c'est le personnage romantique par excellence, qui va être repris plus tard par un Anglais Millet et aussi par Delaroche. On est dans les mêmes années. Donc là, Maurice reprend une imagerie un petit peu à la mode pour notre Ophélie. Donc là, c'est Indiana et Lélia. La même chose, hein, on est toujours avec Indiana et Lélia, parce que c'est vraiment les deux grands romans romantiques ici. Et là, c'est clairement aussi encore Ophélie, dans les postures de jeunes filles romantiques. Et c'est vraiment le cliché, on va dire l'icône de cette période-là. Il y a des motifs récurrents chez Maurice aussi, qu'il utilise dans des œuvres et qu'il réutilise après, puisque finalement, voilà, pourquoi ne pas le faire? Donc, il illustre son premier roman, celui de George Sand, c'est l'histoire du véritable gribouille, on est en 1850. C'est la première fois qu'il sort un peu de la presse et qu'il illustre un roman entier. C'est un conte, les images sont très très belles, les vignettes sont très belles, et là on a vraiment les deux passions de Maurice, le fantastique et le monde naturel, avec les insectes. Et en plus c'est un soldat, imaginez, Maurice est aux anges. Et quelques années plus tard, en 54, eh bien, dans l'illustration du roman Le secrétaire intime, on retrouve ces grands monstres gentils sous forme d'insectes et soldats. Donc voilà, on retrouve chez Maurice quelque chose de très récurrent, mais vous avez vu, Tony Johanneau le faisait aussi. Donc c'est quelque chose, il faut produire, hein. Il va faire presque 500 dessins en 6 ans, donc il a besoin de produire. Celle-ci, voilà, qui est bien connue ici, du Meunier d'Angibault, mais la reprend sous une autre formule, mais en tout cas la même composition. On réutilise la même composition dans le roman Luscoq, en fait, qui paraît en 54. Donc voilà, alors j'ai pas tout mis, il y en a vraiment beaucoup, mais c'est vraiment pour vous expliquer en fait cette espèce de gimmick qui revient régulièrement chez Maurice. Ici, je me suis inspirée parce que je ne pouvais pas vraiment parler non plus du monde du théâtre. Ici, c'est Jacques Callot, voilà, ce grand artiste du XVIIe siècle, qui va beaucoup travailler sur la commedia dell'arte, bien avant Maurice, mais Maurice s'en inspire énormément. Donc ici, on a leur sbire, qui va devenir eh bien, un costume de théâtre pour le théâtre de Nohant. Donc, pour ceux qui sont curieux, vous pouvez aller sur le site de la BNF, où vous avez tous les costumes de théâtre de Maurice. Alors c'est daté, c'est assez amusant. Donc là, on sait que c'était joué à Nohant en décembre 46 et que le rôle du sbire était tenu par Bory. Voilà. Et on le retrouve, ce sbire, dans le château des Dessertes en 53. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et je vais terminer par la référence absolue chez Maurice, qui est vraiment une source d'inspiration. Au-delà du motif, dans la conception et dans la manière d'entrevoir la création graphique. Donc ici, c'est toujours dans les éditions illustrées, c'est Spiridion. Spiridion, c'est un roman un peu compliqué, un roman philosophique, donc l'édition sort en 56, en tout cas pour l'édition illustrée. Je vous ai parlé des monstres vraisemblables tout à l'heure chez Goya. Vous comprenez que donc à gauche, ce sont les Goya, des Caprices. À droite, c'est l'édition de Spiridion. Donc on est très loin des illustrations qu'il fait par exemple pour, je vous ai parlé de Lélia, ou qui sont presque réalistes, d'un réalisme romantique. Là, on a quelque chose qui vire complètement dans le fantastique, ce qui n'est pas du tout le cas du roman. Par exemple, vous avez derrière moi, juste ici, une illustration de Gustave Doré, parce qu'il a tenu bon Gustave Doré, hein, il a quand même illustré une vignette de Spiridion, voilà, en espérant que George Sand pourrait changer d'avis. Elle n'a pas changé d'avis. Et Spiridion par Gustave Doré, c'est très réaliste, c'est très introspectif. On voit le caractère des personnages. Là, Maurice part dans un délire complètement fantastique et il s'éloigne, il réinterprète le roman. Et c'est là où je trouve qu'il est vraiment intéressant. À nouveau, voilà, une des scènes de Spiridion. Et on retrouve encore dans les Caprices de Goya des influences de ces grands monstres voilés, ou en tout cas capés. Et là, peut-être qu'on pourrait parler de plagiat. Vous allez comprendre. Ici, c'est une scène, alors le titre est juste incroyable. Le sommeil de la raison produit des monstres. Ça, c'est Goya. Maurice dans Indiana, première interprétation. Et Maurice dans Horace, très 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 forte influence et interprétation. Donc voilà, et des scènes de jeunes hommes avachis, en pleurs, désespérés sur une chaise, ou de jeunes femmes éplorées, il y en a beaucoup, beaucoup dans les romans et dans les illustrations. Donc là, on a clairement des références très directes donc aux œuvres de Goya.
Et puis une dernière qui n'est plus, là je suis sortie des légendes, pardon, pas des légendes rustiques, mais des éditions illustrées. J'en sors pour d'autres petits dessins que quelquefois nous n'arrivons pas à expliquer puisque nous n'avons pas la référence, on ne sait pas à quoi ils ont servi. Est-ce que c'était juste un exercice de style, un projet qu'avait Maurice? Donc ça, c'est la grande question que je vais lancer à l'Assemblée à la fin, puisque je n'arrive pas à trouver l'origine et ce sont des dessins incroyables. Donc là, je reprends un Caprice de Goya, où on a ce petit perroquet que Maurice avait copié en 1938. On le retrouve. Et en 1944, Maurice nous produit ce dessin que nous avons dans les collections du musée. On retrouve le perroquet presque illuminant, avec ce groupe autour, ce personnage qui ouvre une bouche béante, un personnage à droite complètement avec une tête disproportionnée. On ne sait pas, on a la tête d'Anne qui reprend les Caprices de Goya, puisque dans les Caprices de Goya, on a aussi des personnages un petit peu hybrides comme ça. Ce n'est pas une copie, on a une croix quand même chrétienne au sol, donc on ne sait pas ce que c'est. Et voilà une série de dessins pour lesquels je n'ai aucune explication, qui sont à mon avis dans les plus beaux de Maurice. Donc je termine avec ces dessins-là. Ce sont des dessins qui font partie d'une collection particulière. Ils sont datés, donc ils sont datés de 1855. Ils sont très beaux, ce sont des dessins au crayon. On a, vous avez vu ces bougeoirs qui fondent, on dirait presque les montres coulantes de Dali. Là, ce sont, voilà. Donc on n'est pas loin du symbolisme, on n'est pas loin du surréalisme, on est tout proche de tout ça. Et puis il y en a d'autres, hein. J'en ai mis que 3, il fallait en choisir. Ils sont très modernes. On pourrait même penser à du Miyazaki pour certains monstres disproportionnés. Donc Miyazaki, c'est un cinéaste japonais qui fait des dessins animés, mais avec voilà. Et on est dans un univers complètement délirant. Et là, on n'est pas dans le plagiat, on est vraiment dans l'hommage à Goya, dans son univers. La différence de Maurice, c'est que c'est un univers qui est assez joyeux, bien qu'il soit noir ici, mais dans la manière de le dessiner. On n'est pas dans la noirceur du trait de Goya, dans la noirceur du propos, certainement, mais dans quelque chose qui est beaucoup plus, qui est très esthétisant. On reprend beaucoup de formules, mais vous voyez, on a des petits personnages qui sont sur des cocottes en origami, à gauche, et on est en 1855. Et je termine ici avec une scène un peu de sabbat, on ne sait pas ce que c'est, avec un chien qui crache des monnaies, et en tout cas peut-être des cartes. Voilà, donc ça fait partie des grandes interrogations que je pose à la fin de la conférence, puisque je trouve qu'en plus on est sur des œuvres extrêmement réussies et un univers totalement original. Je vais terminer en concluant que notre Maurice, finalement, peut-être que si c'était à prouver, j'espère que je l'ai prouvé ce soir, qu'il a une maîtrise technique parfaite. Il sait, il maîtrise le dessin, où on l'a vu, la plume, l'encre, l'aquarelle. Il sait faire ses académies, il a fait ses écorchés. Tout ça, il sait le faire. Finalement, ce qui va le différencier, c'est qu'il ne fait partie d'aucune école. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il est compliqué de parler d'un certain Maurice, puisqu'il a fait du théâtre, de la marionnette, des sciences, du roman, du dessin, et ainsi de suite. Il ne fait pas partie d'une école, il n'est pas romantique. Il serait un peu trop tard dans sa période pour être romantique. Il n'est pas non plus paysagiste. Ce n'est pas un réaliste comme une école de Barbizon. Il y a beaucoup de paysages dans son travail, mais ce n'est pas la chose centrale. Il n'est pas sur le motif. Il n'est pas symboliste. Pas encore. Ça n'arrivera qu'après. Peut-être que c'est les prémices d'un certain Odile Rodon, mais il n'en est pas non plus. Il est donc hors école. Pour 2 raisons. Parce que lui-même ne se réclamait d'aucune école. Et parce que quand on est un illustrateur, au fait, au XIXe siècle, eh bien, le récit est composé pour une histoire de l'art qui ne traite que de la peinture et pas de l'illustration et du dessin. Ça, c'est un art, en tout cas, qui va être reconnu plutôt au XXe siècle. Et en fait, la modernité de Maurice, elle est dans cette transversalité des arts. Et dans le fait que, n'ayant jamais cherché à faire carrière, parce qu'il n'y a pas besoin de vivre, puisque sa mère pourvoyait à ses besoins. Donc j'ai commencé en disant c'est dur d'être le fils d'eux. Finalement, le fils d'eux lui a permis d'avoir cette liberté de ton assez incroyable, cette originalité-là, que ne lui aurait pas permis peut-être une autre vie. Donc George Sand, merci à elle pour la liberté de ton qu'elle va autoriser à Maurice et qu'il va prendre d'ailleurs. Et puis, dans les questions qu'on se pose, il y a beaucoup de questions pour l'ethnographie. Là, j'en ai pas beaucoup parlé parce qu'on a des carnets de dessins énormes qui sont à la Bibliothèque historique de la ville de Paris. Il y a des études sur les costumes. Il y a beaucoup de choses encore à traiter chez Maurice. Ce sont des milliers de dessins qui n'ont pas encore été vraiment étudiés. On a ce travail sur le fantastique qui reste encore ici complètement à découvrir. Donc voilà, je termine en disant que les portes sont ouvertes, grandes ouvertes ce soir, aux chercheurs, aux passionnés, aux sandiens et autres historiens d'art pour venir encore une fois abonder dans le travail de recherche autour de Maurice Sand. Et je vais terminer, et cette fois c'est vrai, avec un très beau dessin anniversaire. Il se trouve juste derrière.
C'est un dessin d'Auguste Clésinger. Auguste Clésinger, c'est le gendre de George Sand, donc le beau-frère de Maurice, le mari de Solange. Il lui fait ce portrait qu'il lui offre le 29 juin 1853 pour son anniversaire. Il lui est du 30 juin, donc il lui offre le lendemain. Et c'est Maurice qui dessine. La boucle est bouclée. Et je termine avec une citation de George Sand. Toute sa sève est dans son crayon. Merci à vous. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si je peux y répondre, peut-être que d'autres personnes dans la salle pourront y répondre à ma place. Je termine en disant que l'exposition est ouverte, je vais faire ma réclame, jusqu'au 30 décembre. Voilà, tous les jours en juillet-août et tous les jours, sauf le mardi, pour le reste de l'année. Et que nous avons beaucoup de choses. Vous aurez les cloisons qui vont revenir dès demain pour revoir le reste des œuvres. Et il y a beaucoup de choses qui se font autour du bicentenaire de la naissance de Maurice, d'autres lieux, d'autres expositions et d'autres animations. Donc il y a un site, vous allez sur le site de l'Office de tourisme et vous aurez toute l'actualité des expositions et des manifestations autour de l'anniversaire de Maurice Sand. Donc, alors, Maurice, non. En fait, ce qui se passait, c'est que c'est souvent son ami Manceau qui gravait pour lui. Alors, pas particulièrement pour toutes ses œuvres, mais pour les éditions illustrées, ce n'est pas Manceau, c'était Delaville qui gravait beaucoup. Donc, on a toujours un graveur. Quelquefois, alors c'est amusant parce que George Sand disait que c'était le graveur qui avait un petit peu loupé la gravure, alors que le dessin de Maurice était beaucoup plus beau. Voilà, notamment pour les éditions illustrées. Ouais. Mais ce n'est pas impossible parce que c'est intéressant aussi ce travail de gravure. Moi, je trouve que cet exercice est assez incroyable. Je vous ai parlé du tableau que Delacroix fait, le portrait que Delacroix fait de George Sand. C'est une commande, on est dans les années 30, juste après la séparation avec Musset, ce fameux portrait où elle a les cheveux coupés au carré. En fait, elle vient de se séparer de Musset, elle s'est coupé les cheveux, elle lui a envoyé. Et on demande à Delacroix de faire un portrait de George Sand, mais pour l'illustration. Donc Delacroix choisit volontairement des teintes au ton brun, au teint, avec peu de contraste, justement, pas beaucoup de couleurs, parce que ça va être reproduit. Donc en fait, c'est aussi un exercice pour le créateur, le dessinateur, qui doit envisager que ça va être gravé, et ensuite le graveur qui doit réinterpréter, parce que c'est un travail d'interprétation, la gravure, pour la gravure dans l'illustration. Et en fait, finalement, c'est ce travail à la chaîne, en tout cas de coordination entre tous ces corps de métier, qui va aboutir à une œuvre ou à une image qui va être véhiculée. Donc en effet, on peut avoir des accidents en cours de route. Alors oui, les graveurs, souvent, c'est écrit sur c'est gravé par, ou quelquefois c'est mentionné dans le frontispice. Alors pour l'anecdote, on a une artiste à la Chatte qui était très connue, Cécile Reims, qui a fait partie des premiers grands artistes à être reconnue en tant que graveur, en tant que co-auteur d'une œuvre. Et c'était pour l'œuvre de Hans Bellmer. Et ça date des années 80. 1980. Donc en effet, le graveur, mais comme l'illustrateur, hein. Vous savez, l'illustrateur prenait des livres anciens, quelquefois il est mentionné dans la première page, mais c'est compliqué de trouver quelquefois toujours la mention de l'illustrateur, sauf quand c'est un grand nom, quand c'est un Gustave Doré, un Tony Johanneau, mais il n'est pas toujours évident de trouver. Et c'est pour ça aussi qu'il y a une forme d'ingratitude avec cette création-là, qui est pourtant d'une richesse incroyable. Moi, je vous invite, voilà, je vous ai parlé de Gribouille, il est ici, mais Gribouille, c'est en 1850, Maurice fait un travail incroyable. Juste à côté, vous avez, vous le voyez, des dessins, j'en ai pas parlé parce que on serait resté très longtemps ensemble. C'est un projet incroyable que Maurice avait avec sa mère George Sand d'illustration de l'œuvre complète de Rabelais. Donc la plupart des dessins sont aujourd'hui conservés à la médiathèque de Montpellier, qui en a fait l'achat il y a quelques années. Et en fait, ces dessins, c'est une série de plus de 200 dessins et d'esquisses de travail, de préparation pour une œuvre expurgée. Hein. George Sand voulait que l'œuvre de Rabelais soit accessible aux jeunes filles. Donc imaginez bien que le vocabulaire un peu châtié de Rabelais avait été un petit peu retravaillé par George Sand. Et Maurice va énormément travailler. Et ce qu'on voit ici, c'est que nous avons par exemple des calques d'une finesse incroyable, d'un travail sur la recherche historique très très précise, qui vont aboutir à une deuxième étape. On voit ici un lavis en bas, pour finalement arriver à une œuvre beaucoup plus naïve. Donc en fait, on a des étapes de travail énormes pour arriver à une œuvre naïve, parce que Maurice, je vous le rappelle, cette œuvre devait être destinée aux jeunes filles. Donc il a fait toute une étude approfondie, très documentée, pour arriver à une œuvre simplifiée.
Et finalement, malheureusement pour nous, en tout cas, cette œuvre n'a jamais été éditée. La Révolution de 48 est passée par là. Et celui qui a fait l'édition illustrée de Rabelais dans les années 50, c'est un certain Gustave Doré. Et George Sand et Maurice ne l'ont pas fait. Mais il est vrai que c'est un travail passionnant. Je n'en ai pas parlé non plus, mais Maurice, je vous ai parlé tout à l'heure des légendes rustiques, où finalement c'est l'illustration qui est la base de l'œuvre, et que c'est George Sand qui vient illustrer le dessin de Maurice. Maurice se plaît beaucoup dans ce travail-là parce que je crois quand je vous disais que c'est un artiste transdisciplinaire, il est surtout complet. Et là, de A à Z, il maîtrise tout l'objet livre. Donc il va écrire, en tout cas, le projet. C'est lui qui contracte avec l'éditeur. Il aura plus d'ailleurs de retour sur investissement à la vente d'un livre que sa mère, qui n'est que l'illustrateur d'un texte. Voilà. Et donc George Sand va travailler et elle demande à son fils régulièrement, mais Maurice, dis-moi dans combien de temps je dois produire les textes, combien de signes il faut. Et donc c'est Maurice qui mène la cadence. L'œuvre est publiée. C'est un four, hein, ça ne marche pas du tout. L'éditeur me parle même de mettre au pilon quelques années après les livres en trop parce qu'il ne peut plus les vendre. Mais Maurice a aimé cet exercice-là d'être de A à Z le producteur d'un objet livre. Et c'est pour ça que quelques années après, mais presque peu de temps après, il va se lancer dans une aventure qui est à mon avis un de ses chefs-d'œuvre, Masques et Bouffons. Masques et Bouffons, c'est l'histoire complète de la commedia, des types de théâtre, c'est-à-dire toutes les Harlequin, Pierrot et ainsi de suite, le Capitan, qui vont être des types. Donc c'est pas un roman, c'est vraiment très documentaire. Il va passer presque un an à se renseigner, à écrire, à lire énormément. Il demande à George Sand si elle veut se lancer dans l'aventure avec lui. Elle dit non, elle refuse. Elle lui fera une préface parce que c'est comme un peu marketing aussi de mettre George Sand en préface. Et c'est lui qui se lance dans cette aventure-là. Et aujourd'hui, ça reste une référence incroyable. J'en ai pas parlé ici, mais on retrouve ces personnages de la comédia sous toutes les formes, sans jamais se référer à Maurice. Parce qu'il a vraiment fait ce travail on le voit ici, voilà, d'illustration du personnage, du type de comédien, et il en fait la description. Donc on a 50 types dans 2 volumes, et à chaque fois c'est la posture, le costume, les métiers, et ainsi de suite, et ainsi de suite. La comédie française réutilise clairement, très régulièrement, le prototype, en tout cas l'imagerie inventée par Maurice Sand. Et c'est là où je trouve qu'il est très intéressant. Mais au 19e, mais non, on fait des salons, on est sculpteur, on est peintre, on ne peut pas être pluridisciplinaire. Aujourd'hui, l'artiste, il est complet au XXe siècle, au XXIe siècle. Ça choque personne qu'un Picasso fasse de la peinture, du dessin, de la céramique, finalement, et de la sculpture. Maurice, je ne le compare pas à Picasso, mais dans la méthode et dans la création, dans l'acte de création, c'est la même démarche. Et c'est certainement ça qui n'a pas été compris, et puis que Maurice n'a jamais cherché à en faire plus, il a juste voulu créer, finalement, point. Voilà. Donc je ne sais plus quelle était la question, mais voilà. Merci d'avoir participé. C'était Maurice qui était à l'origine. Sachant que George Sand explique, quand elle lui demande de faire les légendes rustiques, qu'elle a déjà produit des textes sur les légendes berrichonnes et qu'elle n'a plus trop d'idées. Donc elle va lire des textes de légendes normandes, par exemple. Donc elle s'inspire des légendes rurales, finalement, pour réinterpréter les légendes berrichonnes, mais elle a besoin de lire et de se retrouver un petit peu, voilà, de retrouver un peu d'inspiration ailleurs. Donc ça, c'est assez amusant. Ce qui est très drôle dans les correspondances, c'est justement George Sand qui demande à son fils, mais qu'est-ce que je dois faire? Tu me dis, hein, parce que moi, je peux produire je ne sais plus le terme exact, mais elle lui dit, moi, en une journée, je peux tout écrire. Hein, je suis à la tâche, moi, c'est facile pour moi. Sauf que Maurice... Déjà que Delacroix, il n'y allait pas souvent. Alors là, tenir un calendrier, un planning imaginé pour sa mère, c'était un peu compliqué pour lui, donc ça a pris un peu de temps, mais il n'empêche que ça a été réussi. Voilà. Et Masques et Bouffons, c'est un succès de son vivant, ce qui est rare aussi. Il est réédité 3 ans après. Et c'est grâce à Masques et Bouffons qu'il aura la Légion d'honneur, à laquelle il était très sensible et qu'il a accepté, contrairement à sa mère qui l'a refusé. Voilà. D'accord. Oui, après, alors Maurice a 19 ans, c'est à sa décharge, il apprend. C'est un peu lourd, finalement, quand même, comme trait. Moi, je préfère La Halte des soldats de Napoléon, qui est une œuvre de 48, que je n'ai pas présentée puisqu'elle est dans la salle à côté, on a enlevé les meubles ici, qui est une œuvre d'une peinture beaucoup plus maîtrisée, je trouve. Là, il y a beaucoup d'aplats. Je trouve que c'est vraiment une œuvre de jeunesse, ici. Celle de Delacroix, elle est plus maîtrisée dans le ton, en fait. Il y a quelque chose... Voilà. Là, c'est plus criard. Disons qu'on sent déjà peut-être le décor de théâtre, si je peux me permettre.
Non, non, sans le dégommer, non, sans le dégommer. Mais lui-même, en fait, c'est pas quelque chose qu'il aime beaucoup, la peinture, hein. Je veux dire, ça c'est vrai, on le voit. Et puis, c'est pas quelque chose sur laquelle il tend vraiment. On en connaît très peu des peintures. Il y en a quelques-unes à Nohant. Nous, on en a quelques-unes au musée. Il y en a au musée de la vie romantique, mais il y en a finalement très peu des peintures de Maurice, parce que quand je dis que c'est plutôt déjà presque un décor de théâtre, je trouve qu'il est plus intéressé par ce modèle-là de peinture, de modèle en grand format et de trompe-l'œil finalement. Voilà. Je trouve qu'il est meilleur là, puisque là, il réussit vraiment l'exercice. Moi, là, je trouve qu'il n'est pas réussi, mais c'est pas sa meilleure œuvre. Voilà. Ah, oui, oui, non, mais ça, j'en doute pas. Oui, oui, non, mais ce qui est intéressant aussi, parce que là, j'en ai pas parlé, mais je vous ai parlé des carnets de dessin qui sont à la Bibliothèque historique de la ville de Paris. Je trouve que c'est là où il est le meilleur, finalement, Maurice. C'est-à-dire qu'il arrive à capter un instant, à capter des postures, à capter des instants dans les croquis. Et là, il est très, très fort. Peut-être que c'est ça l'impression, c'est-à-dire que l'impressionnisme, c'est le temps s'arrête et on capte un instant, une émotion, plutôt qu'une vue idéalisée, ou en tout cas, c'est ce qu'on voulait dans les tableaux classiques, académiques, qui ne se fera pas du tout, en fait, finalement. Et c'est aussi la révolution réaliste avec les paysagistes. Mais dans la touche, j'ai un doute. On verra. Voilà. Merci à vous, en tout cas, et bonne fin de soirée.